Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans la société française. Je reçois aujourd'hui Nicolas Froissart, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de l'association Espace, avec un parcours dans l'économie sociale et solidaire particulièrement riche. Vous avez notamment été l'un des dirigeants et porte-parole du groupe SES. Pourquoi vous avez rejoint l'association Espace? Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? Ça fait quelques années que je travaille pour des associations de petite ou de moyenne taille. J'avais envie aussi de me rapprocher du terrain, d'être dans la proximité, aussi dans du local et dans de l'opérationnel. Et voilà, donc j'ai dirigé une association comme la Fresque du Climat il y a quelques temps. J'étais plutôt dans la protection de l'enfance récemment, et puis une opportunité a fait que j'ai rencontré Espace. Alors c'est quoi Espace d'ailleurs? Espace, c'est une association qui agit depuis 30 ans dans le domaine de l'insertion par l'activité économique, donc qui emploie 180 personnes en insertion, avec 70 permanents pour les encadrer, dans ce qu'on appelle l'écologie urbaine. Donc c'est comment faire revivre la biodiversité dans les espaces urbains, et donc en créant de l'emploi et de la formation pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, parce qu'il y a des perspectives intéressantes dans ces métiers-là. Il y a d'autres structures d'insertion par l'activité économique. Qu'est-ce qui rend Espace original ou pas d'ailleurs? Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'allier le social à l'écologie. Je pense que par rapport aux enjeux du moment, au niveau de nos sociétés de façon générale, je crois que montrer qu'on peut servir la question environnementale et climatique tout en permettant à des personnes de retrouver un contact avec le monde professionnel, de se former, et puis un jour d'avoir une belle carrière sans doute, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui se développent dans ces secteurs-là. Un des secteurs de l'emploi qui se développe. Pour toutes les formations, pour des gens qui ont peu de formation, mais qui vont se former sur le terrain, et puis parfois pour des gens qui ont des diplômes aussi, mais qui veulent aussi se réorienter vers ces carrières. Alors je vais sortir un cliché, j'assume. Est-ce que quand on est éloigné de l'emploi, on se dit il est bien gentil avec ses enjeux écologiques, mais c'est pas ma priorité? On peut se le dire. Après, on sait très bien qu'il va falloir travailler sur ces aspects-là, que ce soit sur l'aspect énergétique, que ce soit sur justement faire revenir la nature là où elle a disparu, que c'est un enjeu qui est un enjeu vital aussi pour nos sociétés. Et donc se dire qu'en plus, ça va permettre de créer des centaines de milliers, voire des millions d'emplois, je pense que c'est plutôt intéressant, c'est concret. Et si on parle d'économie, c'est là qu'il faut aller aussi. D'ailleurs, quand on dit une personne éloignée de l'emploi, on comprend bien ce que ça veut dire, mais c'est quoi les parcours de vie dont on parle derrière? Oui, il faut aller voir. Je pense que les associations, les entreprises qui travaillent dans ces secteurs-là ont envie, particulièrement aujourd'hui où c'est compliqué, où on baisse les financements en permanence. Je pense qu'il faudrait que les citoyens, les politiques aillent voir concrètement et rencontrer ces personnes. C'est des gens qui n'ont pas de formation, qui ont travaillé parfois pendant longtemps, qui ont eu ce qu'on appelle un accident dans leur parcours. Ça peut être une maladie, ça peut être du chômage pendant longtemps, ça peut être une rupture, ça peut être effectivement émotionnel, sentimental. Il y a plein de choses qui font, et ça peut arriver à tout le monde. C'est ça que notre société a un peu oublié. Et donc à un moment donné, c'est tendre la main, finalement, à chacun de nous, parce qu'effectivement ça peut arriver. Et donc il s'agit de repartir de l'avant, d'apprendre un métier. Mais c'est vrai qu'il y en a, par rapport à ce que vous disiez, qui ont déjà un métier, mais qui ont besoin de reprendre pied. Donc de se lever à nouveau le matin, de reprendre les habitudes liées au monde professionnel. Et ça fait partie des défis que vous devez relever. Oui. Comment vous conciliez cet accompagnement social, cette réinsertion et l'action environnementale? Vous choisissez des entreprises ou des associations qui sont engagées dans cette défense de l'environnement pour y placer ensuite les personnes éloignées de l'emploi? Alors nous déjà, quand on accompagne, donc c'est 2 ans maximum les contrats d'insertion. Donc les personnes qu'on va embaucher, c'est des contrats de travail d'insertion, mais c'est des contrats de travail. Le droit du travail s'applique. Et donc ces personnes-là, elles vont apprendre un métier avec des encadrants qui sont des professionnels de ces secteurs-là. Donc on a des professionnels qui connaissent parfaitement ces sujets-là, qui s'y sont formés, le génie végétal, justement comment faire revenir la biodiversité dans des endroits très urbains où elle a disparu parfois depuis longtemps. C'est effectivement un savoir-faire qui est assez spécifique. Et puis après, effectivement, on travaille avec plein d'entreprises pour ce qu'on appelle la sortie. Oui, parce qu'au bout des 2 ans, l'objectif, c'est qu'il y a un job. C'est de travailler avec des entreprises qui sont capables, effectivement, de les embaucher après.
et de les accompagner, parce que bon, on a déjà traité ces questions-là dans l'émission. C'est vrai que quand on s'est retrouvé pendant longtemps éloigné de l'emploi, vous le disiez vous-même, il y a des codes à réintégrer, à accepter de nouveau, et puis parfois il y a des... même au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, ça peut casser, quoi. Oui. Donc il faut que les entreprises avec lesquelles vous êtes partenaire, vous travaillez, elles aient peut-être une démarche un peu volontaire aussi en la matière. C'est mieux. Après, nous, notre objectif, c'est quand même de faire en sorte que les personnes qui passent par espace soient capables de bosser n'importe où. Oui. C'est l'objectif. Et puis, soient pas estampillés, j'ai été éloigné de l'emploi, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, si effectivement, ils ont un peu ce label, ça peut effectivement... Peut-être que parfois, ça les aidera à être recrutés, mais parfois, ce sera peut-être l'inverse. Et puis, on ne veut pas effectivement qu'il y ait de stéréotypes qui leur collent à la peau. Par contre, effectivement, il y a des entreprises... Alors, les entreprises sont importantes pour nous, parce qu'il y en a qui nous font confiance aussi pour s'occuper de leur parc, de leur jardin, de leur voie ferrée, parce qu'on a un partenariat avec la SNCF ou avec la RATP. Donc le monde de l'entreprise, on le connaît bien, on travaille avec lui au quotidien. Et effectivement, la façon de travailler avec ces entreprises pour qu'elles soient capables effectivement aussi d'embaucher ces personnes-là après leur parcours au sein d'Espace est un énorme enjeu pour nous. Et finalement, c'est ce que vous appelez une insertion écologique réussie ? Oui, c'est ça ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Une insertion, le social, parce qu'on reste effectivement sur un sujet où il faut aussi, comme on le disait, régler parfois des problèmes sociaux, des problèmes médicaux, des problèmes de logement. En tout cas, pendant la période pendant laquelle il travaille avec nous au sein d'Espace. Et puis après, effectivement, c'est quand même au service de la question environnementale. Alors, on vous a invité, Nicolas Froissart, parce que ce 7 novembre, il y a un événement que vous organisez, co-organisez à la Bellevilloise. Alors, on est autour de l'engagement citoyen. Ouais. De quoi ? Je crois que c'est parti d'un hashtag, c'est ça l'histoire, qui s'appelle hashtag dénonce tes héros. Exactement. Qui a bien marché sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Ça marche bien. Alors, racontez-moi l'histoire, parce que je suis en train de le faire à votre place. C'est effectivement une initiative, alors plus à titre perso au départ avec des amis, où on se dit pendant le premier confinement, il y avait quand même des choses positives, comme les applaudissements pour les soignants à 20h. Et on se disait que ça durerait sans doute pas, c'est malheureusement plutôt vérifié assez vite. Ouais. Et donc on s'est dit comment contribuer à apporter une initiative qui puisse faire qu'on parle tous les jours de personnes extraordinaires. Ordinaire parce qu'il y en a beaucoup, et à la fois extraordinaire parce qu'aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on vit, on a l'impression que faire des choses pour les autres, c'est un peu extraordinaire. Et il y en a plein, en fait, des gens. Alors, il y a évidemment les soignants, les travailleurs sociaux, mais il y a tellement de personnes aujourd'hui en France et ailleurs qui s'impliquent dans des associations bénévolement ou même dans leur boulot, qui essayent de faire en sorte de travailler différemment pour plus respecter l'humain et l'environnement dont on parlait il y a quelques minutes. Et à la fois, les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. Et donc, on dénonce tout et n'importe quoi, et simplement, on agresse parce que quelqu'un pense différemment. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez cool. Oui, en se pensant à tort protégé par un anonymat numérique. En plus, qu'il n'y a pas sur LinkedIn, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est positif sur ce réseau, je trouve, même si ça peut se discuter. Il faut continuer à dénoncer ce qui ne va pas, et à la fois dénoncer tout et rien, ça n'a pas de sens. Donc là, on dénonce les héros. On avait envie de leur dire, dénonce plutôt tes héros et tes héroïnes, tu verras, ça va te faire du bien. Et ça nous fera du bien à toutes et tous. Et alors là, qu'est-ce qui se passe le 7 novembre à la Bellevilloise ? Et on a créé une communauté autour de ce projet avec des centaines de personnes qui contribuent financièrement sur LinkedIn, alors que moi, personne ne me connaît. Il y a plus de 100 000 personnes qui me suivent parce que quasiment tous les jours, c'est devenu une passion pour moi. Je parle d'un héros ou une héroïne du quotidien. Il y a des gens qui m'envoient des messages maintenant, c'est quand même plutôt sympa. Et moi, ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs, en me disant, est-ce que tu connais un tel ? Tu devrais regarder ce qu'il fait. Ils vous flèchent leur héros. Leur héros. Ou héroïne, oui. Et à la Bellevilloise, que je remercie parce que ça va être un très bel événement le 7 novembre, on célèbre justement les héros et les héroïnes du quotidien. Ce qu'il faut dire, c'est que ça peut être tout le monde, je pense, en plus. C'est ça, je pense aussi, le message qu'on essaye de délivrer. Alors là, il y a deux personnes qui sont parmi mes super héros, qui sont Céline Gréco, qui est médecin référente dans la lutte contre la douleur chez l'enfant à Necker, et qui a créé une association, parce qu'elle-même a été maltraitée par son père quand elle était enfant. C'est
c'est une enfant placée qui a magnifiquement réussi sa vie, mais c'est vraiment pas la norme chez les enfants placés. Il y a souvent une sorte de c'est difficile. J'arrive pas à trouver le mot, mais on a été placé, on devient soi-même souvent. C'est un cercle vicieux. SDF, etc. Enfin, on voit beaucoup cette logique-là. On est cantonné finalement à un destin social douloureux. Elle a créé une association qui s'appelle Impact. Exactement. C'est ça, c'est quoi? Elle dit qu'en fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, que les enfants placés ont 20 ans d'espérance de vie en moins par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu ce parcours-là. Et donc, elle crée notamment des centres de santé qui sont dédiés aux enfants justement qui ont été maltraités, qui ont été victimes de violences, pour détecter le plus tôt possible et les accompagner dans leur parcours de soins qui forcément doit être spécifique. Ouais, donc il y a Céline Gréco et puis il y a Olivier Goua qu'on a reçu ici même je crois que ça doit faire 1 an et demi ou quelque chose comme ça, entrepreneur qui combat la maladie de Charcot. Comme un entrepreneur. Ouais, c'est un sacré bonhomme. Hein. C'est-à-dire que plus son corps l'enferme, plus finalement sa voix porte, alors qu'il peut plus parler. Enfin, c'est vrai que la maladie de Charcot a cet aspect infernal d'enfermer vraiment la personne dans son corps. Et malgré ça, il rayonne et il a réussi à fédérer autour de lui un nombre de soutiens incroyable pour lever des fonds, créer un fonds d'investissement pour accélérer dans la recherche. Enfin, c'est assez. Il y a un film qui lui a été consacré. Enfin, c'est extraordinaire. Et voilà. Et le message, c'est de dire. Enfin, si des personnes qui connaissent ce type d'épreuves arrivent justement à avancer, à fédérer, à construire avec d'autres, pourquoi on n'y arrive pas au niveau de notre société? Je trouve que voilà, ça interroge et que finalement, on a toutes et tous, surtout quand on est bien inséré, quand on gagne bien sa vie, on a tous les moyens de changer les choses. Donc voilà, c'est un peu le discours qu'on essaye de porter, qui peut concerner les citoyens, les entrepreneurs. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi, parce que je réfléchissais en vous écoutant parler de LinkedIn, un combat à mener pour que justement les réseaux sociaux soient pas uniquement des espaces de conflit, de haine, de négativité, quoi. J'ai l'impression, après, je crois que les réseaux sociaux, ils reflètent un peu ce qu'est notre société aujourd'hui. Donc peut-être qu'au niveau de notre société, il faudrait qu'on soit capable aussi de se demander davantage dans quel monde on veut vivre, dans quelle société on veut vivre. Et puis aussi, moi, c'est une question que j'aime bien et que j'essaye aussi de porter parfois un peu sur les réseaux, c'est ça veut dire quoi, réussir sa vie? Je crois que cette question-là, finalement, qui est quand même assez fondamentale, quand même, je crois qu'on a tous envie de réussir notre vie. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est accumuler le plus possible? Est-ce que c'est écraser les autres? Ou est-ce que c'est, à un moment donné, construire avec d'autres, imaginer des projets qui permettent d'améliorer un peu le quotidien pour tous? Et alors justement, on va s'appuyer sur votre expérience de dirigeante, porte-parole du groupe SOS pendant deux décennies pour parler d'une manière un peu plus générale de l'économie sociale et solidaire. Et peut-être, tiens, on peut commencer par la question du financement, parce qu'on est en pleine discussion sur le budget 2026, avec quelques menaces sur le financement notamment des associations. Ouais. Et de l'insertion, qui est le secteur dans lequel je travaille aujourd'hui. Le combat, il n'est pas encore perdu, mais quand vous essayez de faire passer les messages auprès des parlementaires et députés, c'est compliqué, là? C'est très difficile. Il y en a qui l'entendent, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui connaissent ce que font des associations comme Espace et d'autres au quotidien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un débat sur lequel on n'a pas prise, parce que c'est en permanence un discours, il faut réduire absolument les coûts, vous avez trop d'argent. Donc c'est très compliqué, parce que c'est un secteur qui va finir par s'épuiser, parce que j'ai l'impression quand même qu'on démontre notre utilité. Et alors justement, on travaille sur les questions d'impact depuis longtemps. Vous poser. C'est pourquoi vous, mais je peux m'inclure comme journaliste, on n'arrive pas à convaincre des politiques que cet argent public-là, il est bien investi, il est bien dépensé. Parce que ce sont des gens qui vont mieux se porter, ce que vous dites. Et même économiquement. Oui, bien sûr. C'est ça qui est fou, c'est que sur le long terme, on sait, par exemple, les salariés en insertion, il y en a 70% qui trouvent un emploi après leur parcours. C'est des aides, des allocations en moins. Oui. C'est des gens qui vont aller mieux, donc qui vont cotiser, qui vont payer des impôts, qui vont cotiser. Enfin, donc c'est absurde en fait. Ouais. Donc il faut avoir une réflexion long terme. Il faut avoir une réflexion
tout court. Je pense qu'on ne réfléchit plus et qu'il n'y a pas de vrai débat. À chaque fois, on passe d'un débat à l'autre. Et que si on était capable d'avoir une vraie réflexion collective sur le modèle qu'on veut pour notre société, si on prenait le temps d'en discuter, dans les médias, partout, au niveau local, au niveau politique, évidemment, les gens s'apercevraient très vite de l'utilité, parce qu'ils la connaissent dans les faits. Tout le monde connaît une association, une entreprise d'insertion, des gens qui vont mieux parce qu'ils avaient des problèmes d'addiction, des problèmes de santé, des personnes en situation de handicap. Enfin, il y a des millions et des millions, des dizaines de millions de gens qui sont soutenus par l'économie sociale et solidaire au quotidien. Ouais, effectivement. Et alors, vous avez une formule pour dire ça. Vous dites il faudrait un peu plus d'entrepreneurs pour un monde plus chouette. Et alors, cette formule-là, elle a inspiré celle qui était à votre place la semaine dernière, Sandrine Martin, la directrice générale adjointe d'Osmaya, qui a cette question pour vous. Bonjour Nicolas. Vous vous décrivez comme un entrepreneur pour un monde plus chouette. Si toutes les entreprises et tous les dirigeants adoptaient cet état d'esprit, à quoi ressemblerait, selon vous, et concrètement, ce monde plus chouette ? Ça veut dire quoi pour vous, cette expression, un monde plus chouette ? C'est que parfois j'en ai marre du jargon, et effectivement, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas parler d'impact dans votre émission, mais c'est vrai que j'en reviens parfois à essayer de communiquer de façon plus simple. Peut-être que c'est quelque chose qui doit inspirer peut-être le secteur associatif, et de dire, alors moi effectivement ce qui me plaît au quotidien c'est de contribuer à un monde plus chouette. Et après ce qu'on peut dire c'est que les assos, elles font beaucoup de bien, enfin elles font du bien à un nombre incalculable de personnes, et que finalement quand on fait du bien on se fait du bien aussi à soi. Oui. Je pense que c'est un peu le message. Oui, mais alors ça on est bien d'accord, mais ça vaut pour les enjeux environnementaux dont on parlait. C'est une façon peut-être pour embarquer le plus de monde possible dans cette transformation qui est pas simple, parce qu'elle nous oblige à changer nos habitudes, elle oblige à changer de modèle économique. Mais c'est pas mal d'avoir un entreprises, peu de courage etc. Aussi, et Olivier Goua, qu'on recevra le 7 novembre, montre qu'on peut avoir du courage, et que manifestement ça fait du bien d'être courageux et d'affronter. Et la fresque du climat que j'ai dirigée pendant longtemps avec une communauté incroyable, c'est des gens qui affrontent les problèmes et qui vont globalement bien, même s'ils sont conscients effectivement des problèmes qui arrivent. Oui, alors il faut être conscient des problèmes, de l'urgence, mais peut-être aussi... Et être acteur. Voilà, être et attractif. C'est-à-dire, c'est ça la difficulté. C'est peut-être, alors je sais pas, c'est toujours facile à dire assis sur mon fauteuil là, mais insister un peu plus sur les co-bénéfices de l'action environnementale. Vous voyez ce que je veux dire en matière de santé, on l'a déjà évoqué. Et puis leur donner la parole à ces gens comme vous le faites, et peut-être que plus de médias devraient le faire, et voir que c'est pas des gens qui sont relous en fait. C'est parce qu'il y a cette image quand même. Bah oui, les écolos, alors les écolos, il faut arrêter d'utiliser ce terme parce qu'il est tellement clivant, mais en tout cas les gens engagés passent parfois pour des gens qui pas rigolos, qui vont... Oui, il y a l'expression écologie punitive aussi. Ouais, alors que moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille ou que je suis bénévole dans ce milieu-là, et je vois des gens quand même qui vont bien, qui sont même plutôt marrants, enfin plus marrants que la moyenne des gens qui sont justement tout le temps en train de parler d'écologie punitive en fait. Donc, et il y a plein de gens qui essayent. Enfin, vous parliez d'entrepreneurs, il y en a un qui me vient à la tête là, qui a créé les bureaux du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, on connaît, on les a reçus ici même. Extraordinaire. Donc des entreprises qui sont capables d'accueillir chaque jour une personne sans domicile. Enfin, donc si tout le monde s'y met, on va finir par changer les choses. Et ces gens qui font ça, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien dans leur basket. Ouais. Quoi. Et alors vous dites, on va lire cette citation, il faut passer d'une société de la réparation à une société de la prévention. On passe beaucoup de temps à réparer les dégâts humains, environnementaux que cause notre modèle de société. Il serait possible de faire beaucoup mieux pour lutter préventivement contre ces maux. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, même sur l'argent public bien investi. Comment on passe concrètement d'une société de la réparation à une société de la prévention ? Est-ce que c'est d'abord dans nos têtes ? Je pense. Ça se travaille, parce qu'effectivement, je pense que l'ennemi face à ce changement qui est impératif et vital, même par rapport aux inégalités ou aux questions environnementales, il n'y a pas le choix, il va falloir y aller. Mais c'est vrai que c'est dur
Parce que ça veut dire qu'il faut changer plein de choses dans notre quotidien. Et l'être humain, manifestement, aime pas trop ça. Et moi, j'avais participé à la Convention des entreprises pour le climat. Oui, qu'on a reçu ici même. Suite à la Convention citoyenne, donc, qui était déjà une initiative extraordinaire, qui montrait que justement, quand il y a du débat de qualité, quand on informe les gens, quand on prend le temps, finalement, des personnes qui étaient quasiment climato-sceptiques devenaient plus constructives ou revendicatives que des gens qui étaient écolos, justement, depuis très longtemps. Donc, c'est intéressant. Et la Convention des entreprises pour le climat, donc, à laquelle j'ai participé donc, pendant un an, c'était plusieurs semaines dans l'année où on se réunissait entre dirigeants. Avec des dirigeants de tout secteur qui se donnaient une feuille de route. C'est ça qui était intéressant. On peut l'expliquer d'ailleurs. Exactement. C'était pas juste de faire de la RSE, mais vraiment d'aller jusqu'au bout de la façon dont on pouvait transformer son modèle pour qu'il soit compatible avec les enjeux environnementaux. Et donc moi, sur le secteur associatif... Donc c'est possible de changer nos mentalités et donc là, en l'occurrence, pour une entreprise, son modèle économique. Ça peut être douloureux, ça peut coûter de l'argent, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible. C'est bien de s'y préparer, parce que celles et ceux... Je pense qu'il y en a peu qui sont capables de le faire du jour au lendemain. Par contre, commencer à se préparer, se dire, voilà, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà les étapes pour arriver à quelque chose qui fasse que notre activité ait un impact très limité sur l'environnement. Oui, je pense que on a en tant qu'entrepreneur ou dirigeant tout intérêt à le faire. Et effectivement, y compris le secteur associatif. Et pour le secteur associatif, ou en tout cas pour les organisations qui travaillent sur des questions sociales ou sanitaires, médicales, effectivement, moi, j'étais allé jusqu'à me rendre compte qu'effectivement, il fallait passer de cette société de la réparation à une société de la prévention. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans la réparation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a des énormes hôpitaux. Ça veut dire qu'on a des consommations de médicaments qui sont gigantesques. Tout ça, ça a un impact. Donc, si vous êtes beaucoup plus dans la prévention, c'est-à-dire prévention santé, mais prévention aussi éducation pour faire en sorte qu'il y ait moins de violence. En fait, vous avez moins besoin effectivement d'énormes bâtiments dans lesquels vous soignez, vous accueillez des personnes victimes de maladies, de violences, etc. Ce qui est important aujourd'hui dans notre société. On a l'impression effectivement que la France s'en sort plutôt bien, mais quand on voit le nombre de cancers, le nombre de violences, ça va pas si bien que ça, quoi. Et ça a un coût. C'est ça, en fait, qu'on réalise pas toujours. Et la prévention, ça a un coût, toujours pareil, peut-être à court terme, mais sur le long terme. La cigarette, on a un très très. Oui, bien sûr. L'euro dépensé en prévention, il va se démultiplier en positif pendant des années, voire même des décennies. Mais est-ce que il y a des entreprises qui se sont créées sur cette économie de la prévention, mais est-ce que c'est plus un modèle associatif ou un modèle de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des entreprises qui ne vont pas forcément avoir un but lucratif ? Je pense que c'est un modèle de société et que c'est plus effectivement, on doit toutes et tous, parce qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui, se projeter là-dedans. Mais vous voyez le sens de ma question, c'est-à-dire que si on embarque des entrepreneurs qui vont créer des boîtes, peut-être même avec un modèle lucratif, mais qui vont faire se développer l'économie de la prévention, tout le monde est gagnant. Ouais. Est-ce que ça vous semble possible ou est-ce que ça vous semble contradictoire ? Ça me semble possible. Le problème est toujours le même, c'est qu'aujourd'hui, le client principal qui serait susceptible de payer parce que l'absence ou le manque de prévention a un coût qui est un coût essentiellement sociétal, c'est toujours pareil, on va revenir aux mêmes questions, c'est l'État. Donc ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, imaginer un modèle dans lequel l'État serait capable de dire oui, je vais mettre plus de prévention sur la santé, sur les addictions, sur les violences. Aujourd'hui, c'est impossible, puisqu'il est impossible de sortir 1 euro en plus. Oui, effectivement. Dernier mot, tiens, puisqu'on parle d'État et d'organisation gouvernementale, il n'y a plus de ministre ou même de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Mauvais signe, évidemment. Oui, mauvais signe, évidemment. Qu'est-ce que ça change d'avoir un ministre ? Parce que, on peut dire, on se prend en main, de toute façon, on avance, quoi, mais... Aujourd'hui, je pense que c'est important symboliquement, et puis d'avoir quelqu'un effectivement qui va pouvoir aussi défendre les aspects budgétaires. On le voit bien à quel point c'est tendu, donc
Donc c'est important effectivement d'avoir quelqu'un qui soit capable de représenter ce secteur-là et de le défendre. Après, ça suffit pas, puisqu'il y a eu des ministres, il n'y en a pas eu, enfin, ça fait 10 ans, 15 ans, enfin, avec des hauts et des bas, mais en tout cas, la trajectoire, elle est plutôt... elle n'est pas très positive au final si on regarde. Donc oui, il faut un ou une ministre, mais il faut surtout effectivement que ce débat soit davantage porté au niveau national par les médias, par le politique et reconnaître une réalité. Il y a un déni de réalité. Si on oublie effectivement les associations et le secteur de l'économie sociale et solidaire de façon générale, on est dans le déni. Merci. Ou dans le mensonge, quand on dit effectivement qu'elles perçoivent trop d'argent. Voilà, il y a pas mal d'études qui sortent en ce moment. Musique en ce moment dans le cadre du débat pour montrer effectivement que les entreprises lucratives perçoivent bien plus d'aides que l'économie sociale et solidaire. Il y a eu un grand travail, notamment du Sénat là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Froissart. À bientôt. C'est le 7 novembre à la Bellevilloise, l'événement que vous organisez. À bientôt sur Bismarck. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up.